On ne sait pas vraiment quel est l'état du nucléaire en Iran. Les sites sont très difficiles à accéder. Les plus extrémistes de ces chiites pensent qu'une manière d'accélérer le retour du Mahdi sera de lancer la bombe contre Israël. Monsieur Santi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Vous connaissez la tradition de l'émission. Nous débutons toujours par une citation, cette fois-ci du général de Gaulle, qui est extraite de son ouvrage Les Mémoires de guerre, précisément dans le second tome. Je cite, « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Monsieur Santi, le Proche et Moyen-Orient est-il voué à demeurer une région instable et extrêmement complexe ? Écoutez, pour autant que je connaisse, oui, je suis né dans ces pays, je suis né au Levant, je suis né au Liban. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans entre le Liban, la Syrie, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, l'Égypte, la Turquie et le Koweït. Et je peux vous dire qu'effectivement, ce sont des mentalités très complexes. Ce n'a pas seulement un rapport avec la religion. Ça a plutôt, je dirais, un rapport avec le fait que dans ces régions, nous avons eu le berceau des trois religions, qui a vu défiler toutes sortes d'envahisseurs, et qui fait en sorte que, ma foi, le général de Gaulle, parfois un petit peu à son corps défendant, a dû dire cette phrase très célèbre. Alors, nous, occidentaux, avons tendance à considérer cet Orient avec des idées simples, peut-être, mais il faudrait qu'on l'on change de vision, parce que les événements actuels nous montrent une extraordinaire complexité. Je prends juste un petit exemple, l'Iran, ce qui se passe aujourd'hui en Iran. On ne sait pas vraiment quel est l'état du nucléaire en Iran. Non pas parce que les Iraniens ne veulent pas nous le dire, non pas parce que le président Trump et son administration ne veulent pas crient victoire tout de suite, mais je dirais que personne ne sait actuellement où en est, par exemple, la situation du nucléaire de l'Iran, dans le sens où les sites sont très difficiles à accéder. Ça, c'est un petit exemple. Regardez ce qui se passe en Syrie. Syrie, nous avons eu l'administration Bachar el-Assad et son père Hafez pendant plusieurs décennies. Et là, nous avons depuis quelques mois le président al-Shara, et il semblerait que la Syrie va faire partie de la prochaine fournée des accords d'Abraham. Ça, on en parle. Apparemment, c'est imminent. Qui aurait pensé il y a un an encore, que la Syrie, si ça se confirme, fera partie des accords d'Abraham, qui incluront l'Arabie Saoudite pour le coup cette fois-ci, qui inclut déjà depuis quelques années les Émirats Arabes Unis. Tandis que le Liban, lui, qui est un pays, je dirais, multiconfessionnel, ne fera toujours pas partie des accords d'Abraham. Donc il y a une immense complexité, et je dois dire que j'ai été aux premières loges pour la constater à partir de mon enfance, à partir du déclenchement de la guerre civile au Liban, et ce dont on va parler tout à l'heure. Vous l'avez très bien souligné, votre histoire personnelle se conjugue avec la grande histoire. Vous avez rencontré de nombreuses grandes personnalités historiques, le général Massoud, l'ayatollah Khomeini. Pouvez-vous revenir sur votre parcours de vie ? Oui, écoutez, je suis fils de diplomate français. Donc mon père a fait toute sa carrière au Quai d'Orsay. Et il a rencontré ma mère libanaise lorsque il était aux Forces françaises libres. Donc mon père était un des compagnons de Gaulle. Les FFL, en fait, c'est les soutiens de Gaulle en Orient. Et puis il a fait toute sa carrière donc au Quai d'Orsay. Moi-même, j'ai fait je suis resté jusqu'à 13 ans à Beyrouth. Chez les pères jésuites, et puis ensuite à la défaveur de la guerre civile libanaise qui a éclaté le 13 avril 1975, mon père avait demandé sa mutation, j'ai dû le suivre, parce que de toute façon les écoles étaient fermées, et puis c'est là qu'ont commencé, si vous voulez, mes pérégrinations, alors que j'étais
destiné ou prédestiné à passer ma jeunesse au Liban, parce que ma mère libanaise ne voulait absolument pas quitter son cher pays. À cause de cette guerre civile, j'ai dû aller suivre mon père en Arabie Saoudite, et c'est là que j'ai commencé à vivre une vie un petit peu extraordinaire, hors du commun, puisque un jour de septembre 76, un prince de la famille royale saoudienne, mon père avait énormément d'amis locaux, puisque mon père était un arabisant à l'époque, arabisant, c'est-à-dire qu'il parlait parfaitement bien l'arabe. Et dans le cadre de ses amis, un prince de la famille royale l'invite à faire un pèlerinage à la Mecque. Mon père est un docteur de S-Islam, donc je m'attendais à ce qu'il dise oui, il refuse poliment. J'étais un petit peu étonné par sa réponse. Ça lui aurait donné l'occasion de concrétiser un petit peu toutes ses études. Et il a refusé poliment. Le prince se tourne vers moi et me demande à 12 ans si je veux pas l'accompagner. Et moi, je dis oui. Et c'est là que commence un petit peu ce parcours exceptionnel, puisque je vais être mis en condition en tant que catholique. Je vais être mis en condition, parce que c'est tout un rituel pour aller à la Mecque, dès lors qu'on y arrive. Être mis en condition, en état de pureté, pour faire le tawaf, c'est-à-dire les 7 tours autour de la Kaaba. Et petit à petit, je me rends compte, au fur et à mesure de ce pèlerinage, que j'ai affaire, en fait, je ne savais même pas à qui j'avais affaire étant un gamin. Mais je me dis, mais c'est un personnage très important avec qui je suis. Et en fin de pèlerinage, on me dit qu'en fait, c'est le frère du roi. Quelques années plus tard, ce monsieur deviendra le roi d'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est le premier personnage important que j'ai rencontré à l'âge de 12 ans, et ça ne s'arrête pas. Oui, vous avez notamment eu une cousine qui a été Miss Univers, mariée à l'un des terroristes de Septembre Noir. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode ? Bien sûr, on reste au Liban, puisque ma cousine germaine s'appelle Georgina Risk, donc elle a 10 ans de plus que moi, et elle a été élue en 1971 Miss Univers, couronnée Miss Univers, alors à l'âge de 18 ans. Donc il faut se rendre compte un petit peu, le Liban était en plein état de grâce, en plein glamour. C'est un pays qui attirait énormément de touristes de luxe du monde entier. Et il faut imaginer cette euphorie qui s'est passée au Liban lorsque cette jeune fille, une Libanaise, s'est fait élire Miss Univers à Miami, aux États-Unis. Et je me rappelle quand elle est rentrée à Beyrouth, nous, la famille, nous étions là pour l'accueillir à l'aéroport. C'était un cortège triomphal depuis l'aéroport de Beyrouth jusqu'à sa résidence. Et cette jeune fille a été demandée en mariage par plusieurs présidents, par des princes, par des rois. Enfin, c'était une star à travers tout le Proche et le Moyen-Orient. Même si elle était chrétienne, ça ne faisait aucune différence. Et voilà que ma cousine tombe amoureuse d'un playboy qui se trouve être le cerveau des attentats aux Jeux Olympiques de Munich. Donc ce n'est pas lui qui a participé physiquement à ces attentats terroristes, donc ayant visé les athlètes israéliens, comme vous le savez, mais c'est lui le concepteur et l'instigateur. Et oui, en effet, j'ai été le cousin par alliance d'un terroriste qui a été en 79 assassiné par le Mossad à la sortie de son domicile à Beyrouth. Oui, dans le cadre de l'opération Colère de Dieu qu'avait mis en place le Mossad. Exactement. Les Israéliens s'étaient trompés quelques années plus tôt et avaient tué malencontreusement un pauvre serveur en Norvège. Qui était le frère d'un des Gypsy Kings, d'ailleurs.
C'est Voilà, vrai? petite anecdote, D'accord. oui. D'accord. Et voilà, donc il lui ressemblait beaucoup, malheureusement pour lui, et c'est une des erreurs que le Mossad a commis. Mais bon, ils se sont rattrapés quelques années plus tard et ont bien tué ce sinistre monsieur que j'ai eu la connaissance, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 76 à Beyrouth. Alors, Monsieur Santi, on enregistre cette émission dans un contexte bien particulier. Depuis le 7 octobre, donc, les hostilités ont repris entre Israël et la Palestine. En parallèle, il y a également l'opération Rising Lion qui a été menée, là encore, par l'État hébreu et qui visait le programme nucléaire iranien. Il y a tout un tas de bouleversements. Vous avez parlé de la Syrie, donc je vous propose qu'on parle d'abord d'Israël et du conflit israélo-palestinien, puis de l'Iran et enfin du Liban, puisque vous connaissez parfaitement la situation, puisque c'est votre pays d'origine. Alors, vous rapportez dans une jeunesse levantine une citation de l'ayatollah Khomeini en 78, décrivant la cause palestinienne comme, je cite, « l'opium du peuple musulman ». Comment ce conflit est instrumentalisé, selon vous, par les régimes arabes et comment il a évolué, surtout, depuis cette époque-là? Il a beaucoup évolué. Il fut un temps, donc, je suis désolé, je dois à nouveau revenir au Liban. Bien donc, sûr. Il fut un temps où la cause palestinienne, entre guillemets, cause entre guillemets, était un grand facteur d'unité dans les pays arabes. Souvenons-nous des guerres qu'il y a eu entre l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et Israël, qui ont toutes été systématiquement remportées par Israël. La solidarité avec le peuple palestinien était très très forte, y compris dans les années 70, lorsque l'OLP, dirigé par Yasser Arafat, commettait des attentats terroristes, enlevait des avions, immobiliser des avions. Il y avait des franges extrêmes de l'OLP ou des Palestiniens, dont Septembre Noir, par exemple. Septembre Noir qui avait été fondé par le mari de ma cousine, donc Ali Salamé. Il y avait d'autres factions extrémistes, comme le Front populaire de libération de Palestine, qui était dirigé par un chrétien palestinien. Donc, enfin bref, à l'unisson, tous les pays arabes s'identifiaient à la cause palestinienne. Pas seulement pour des motifs religieux, puisqu'il y avait également des chrétiens palestiniens qui commettaient ces attentats contre Israël, mais également contre l'Occident. Il y a eu petit à petit, au fur et à mesure que Israël a gagné ses guerres, une prise de distance. J'ai été éberlué lorsque j'ai entendu, il y a quelques semaines, un enregistrement au début des années 70, qui a apparu à la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte il y a quelques semaines seulement, un enregistrement entre Nasser, qui était le dirigeant égyptien, et Kadhafi, qui faisait partie de la junte. C'était pas encore le dirigeant numéro 1 de la Libye, mais il faisait partie de la junte en Libye. Un enregistrement où on entend Nasser dire qu'il en a un petit peu marre de l'extrémisme des Palestiniens, qui exige de lui qu'il combatte Israël, parce qu'ils veulent absolument que la Palestine revienne du fleuve à la mer. Et Nasser disant à Kadhafi, leur extrémisme me nuit à l'Égypte, parce que Israël est trop forte pour nous. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, disait Nasser, c'est de la prospérité, rétablir la prospérité économique de mon pays. Donc, nous voyons que même si, en surface, il y avait une solidarité avec le peuple palestinien, déjà les dirigeants de l'époque, Nasser, c'était quand même un symbole immense, déjà les dirigeants de l'époque se distançaient un petit peu de la radicalité
à l'époque de l'OLP. Alors imaginez, je vous parle de radicalité de l'OLP, imaginez de l'extrémisme et du terrorisme du Hamas aujourd'hui. Donc c'est quasiment deux mondes différents. Alors, petit à petit, il y a eu un glissement. On parlait tout à l'heure des accords d'Abraham. Petit à petit, il y a eu un glissement. Et certains pays, sous l'impulsion de la première présidence, de la première administration de Donald Trump, ont adhéré à des accords quand même révolutionnaires. Parce que qui aurait imaginé un jour que les Émirats arabes unis fassent la paix et des ambassades en Israël et vice-versa. Donc, il y a eu ce glissement insensible. Pourquoi y a-t-il eu ce glissement-là? Tout simplement parce que, vous savez, il y a eu un détachement progressif de la part des Arabes par rapport à la cause palestinienne. Alors, je suis le premier à en témoigner parce que j'ai vécu toute ma jeunesse dans ces pays-là. Et je peux vous dire qu'il était politiquement correct. J'y retourne régulièrement d'ailleurs. Il était politiquement correct d'appuyer les Palestiniens et de condamner systématiquement l'État d'Israël. Mais en réalité, ce qui était important pour ces pays, et ce qui devient crucial aujourd'hui, c'est le business. Voilà, c'est ça qui intéresse les pays arabes. Nous avons une nation comme les Émirats arabes unis, où il y a une cité comme Dubaï, qui est extraordinairement prospère, qui attire l'argent du monde entier, et des pays comme les Émirats arabes unis ne veulent plus s'embêter maintenant avec un extrémisme, avec ce qu'ils qualifient eux-mêmes d'intransigeance palestinienne. Alors bien sûr, tout cela a changé après le 7 octobre, après ce qui se passe maintenant à Gaza, depuis le 7 octobre. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les fruits sont mûrs, dans le sens où l'administration Trump numéro 2 est en train réellement de peser de tout son poids pour que les pays les plus traditionnellement opposés à Israël joignent une grande entente. Donc voilà mon analyse. Donc vous pensez qu'en soi, les accords d'Abraham de 2020 ont été une piste intéressante en vue d'une paix dans la région? Je pense que les pays comme l'Arabie saoudite, qui se sont... Faisons un petit peu d'histoire, si vous le voulez bien. J'étais, moi, à la Mecque en 1976. Je n'aurais pas pu aller à la Mecque quelques années plus tard, à partir de 79. Je m'explique. L'Arabie saoudite, lorsque j'y ai vécu, donc de 75 à 77, était un pays en pleine ouverture. Il y a eu des éléments qui ont contribué à figer cette ouverture. Le premier élément a été, en 75, l'assassinat du roi Faisal d'Arabie saoudite, qui a été assassiné par un membre de la famille royale, qui reprochait au roi une trop grande ouverture par rapport à l'Occident, une trop grande tolérance par rapport à l'Occident. Et je peux en témoigner, parce que lorsque j'ai vécu en Arabie saoudite un peu plus d'une année, nous allions à la messe. Pas dans des églises où il y avait des clochers, mais nous allions à la messe dans des chapelles d'ambassades, ambassade italienne et ambassade de France. Nous allions à des cinémas en plein air. Ouverture. J'ai été, moi, en tant que catholique, certes j'étais un gamin de 12 ans, mais on ne m'a pas demandé de me convertir. Premier jalon dans la fermeture de l'Arabie saoudite, l'assassinat du roi Faisal. Deuxième jalon, extraordinairement déterminant pour la fermeture de l'Arabie saoudite, ça a été la fondation de la République islamique en Iran, à partir du 1er février 1979. Khomeini
le but de Khomeini, en réalité, n'était pas seulement d'établir une république islamique en Iran. Ça, il l'a fait très facilement. Son but, c'était tout simplement le panislamisme. C'était en fait que les autres pays musulmans suivent l'exemple et deviennent toutes des républiques islamiques. Et j'ai discuté avec Khomeini par 2 fois, et il m'a suffisamment explicité sa haine par rapport au régime des Saouds en Arabie Saoudite. Et donc, les Saouds ont eu la frousse, à partir de 1979, que depuis l'intérieur, il y ait une jeunesse qui soit séduite par ce grand projet révolutionnaire, quand même. Je veux dire, replongeons-nous dans l'époque du début 79, une grande partie des pays musulmans ont été emballés par ce qui se passait en Iran. Donc, deuxième jalon, ça a été la République islamique, qui a fait en sorte, qui a provoqué un raidissement dans le régime saoudien, et le coup de grâce qui a provoqué la fermeture absolue de l'Arabie saoudite, ça a été les attentats à la Mecque. Il y a eu les fameux attentats à la Mecque en novembre 1979 par une bande de salafistes illuminés dirigés par un certain Juhayman al-Otaibi qui ont dissimulé des mitrailleuses dans des cercueils, qui les ont mis au pied de la Kaaba, qui, sous prétexte de faire le pèlerinage, ont ensuite ouvert ces cercueils et ont pris tous les pèlerins en otage. Le fait est que les autorités saoudiennes étaient complètement dépassées par les événements. La prise d'otage de Juhayman et de ses acolytes, qui demandaient quoi ? Ils demandaient tout simplement le retour au salafisme de l'Arabie saoudite. Il déplorait et il condamnait les agissements de la famille régnante. Ce n'est que grâce au GIGN français que cette bande d'illuminés très dangereux a pu être maîtrisée. Ils ont tous été soit tués sur place, soit ensuite décapités par les autorités saoudiennes. Mais le fait est que ça a été le coup de grâce pour les autorités saoudiennes, et ça a vraiment provoqué leur fermeture comme une huître, tout simplement pour se protéger eux-mêmes. Je veux juste faire une petite parenthèse. La brutalité de la réaction des autorités saoudiennes face à ces Saoudiens, c'était des Saoudiens à l'époque, les terroristes, face à ces Saoudiens, a provoqué la colère d'un certain Ben Laden, qui n'était pas d'accord avec la décapitation de ces jeunes qui finalement ne demandaient que à revenir à l'islam des origines. Et Ben Laden, quelques années plus tard, marquant sa désapprobation avec le régime saoudien, il avait été interrogé d'ailleurs dans le cadre de cette enquête, a quitté l'Arabie saoudite, et on sait ce qu'il est devenu. Je referme la parenthèse. Et donc, ce pays s'est fermé définitivement depuis la fin des années 79 pour les raisons que je viens d'énoncer. On sait le sort qui a été réservé aux femmes. On sait qu'il y a eu beaucoup de gens de touristes, qui ont été arrêtés par la suite parce qu'ils avaient juste une Bible avec eux dans leur bagage, donc rien du tout, ou une croix autour de leur cou. Mais le fait que Trump ait pu, j'en reviens aux accords d'Abraham, le fait que Trump ait pu, dans son premier mandat, amener les Émirats et faillir convaincre l'Arabie saoudite de rejoindre les accords d'Abraham, c'est quasiment miraculeux. C'est un grand retour sur le devant de la scène occidentale pour l'Arabie saoudite. Alors ça a été, bien sûr, l'impulsion finale a été provoquée par le prince régnant, MBS, Mohammed Ben Salman, qui lui a voulu résolument moderniser son pays. Mais je dirais que aujourd'hui, nous en sommes à un stade où il est possible que dans les semaines qui viennent,
ce pays important de la région intègre les accords d'Abraham. Et il a failli le faire. Il a failli le faire. Là aussi, je fais encore une parenthèse. S'il n'y avait pas eu le 7 octobre, une des raisons des attentats terroristes du Hamas du 7 octobre, ça a été les accords d'Abraham et l'intégration imminente qui menaçait, pour eux, de l'Arabie saoudite. Parce que pour le Hamas, l'intégration de l'Arabie saoudite dans les accords d'Abraham, c'était vraiment la dilution totale et absolue de leur combat. Donc, à mon avis, le motif politique des attentats du 7 octobre, indépendamment, bien sûr, de la haine du Hamas pour les Juifs et pour Israël, etc., mais le motif, pour moi, selon moi, j'ai tout de suite pensé à ça, d'ailleurs, quand j'ai le 7 et le 8 octobre. Je me dis, c'est certainement une manœuvre du Hamas pour empêcher que l'Arabie saoudite intègre les accords d'Abraham. Et bien sûr, ça s'est réellement passé comme ça, parce que avec la réponse intense et intensive d'Israël, dans les mois qui venaient, il était impossible à l'Arabie saoudite d'intégrer les accords d'Abraham, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que une partie importante de la population saoudienne reste contre Israël. Voilà, il faut le reconnaître. La rue arabe, comme on dit, la rue arabe, qu'elle soit riche ou pauvre, est toujours partiellement contre Israël. Je veux dire, mon propre pays de naissance, le Liban, j'y vais très très souvent. Je peux vous dire que je connais beaucoup de chrétiens libanais. Quand je discute avec eux, ils restent contre Israël. Et j'arrive pas à comprendre, mais je comprendrais à la rigueur pourquoi un musulman libanais resterait aujourd'hui contre une paix, parce que disons les mots comme ils doivent être, contre une paix entre le Liban et Israël, mais que des chrétiens libanais dans leur majorité restent contre une paix avec Israël, donc c'est difficile à comprendre. Et donc voilà, j'espère que par ces quelques phrases, j'ai pu un petit peu démontrer la complexité dont parlait De Gaulle. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les barrières qui empêchent la paix ou un processus de normalisation entre à la fois Israël et les pays arabes, mais surtout Israël et la Palestine? Écoutez, Israël, pays arabes, c'est en cours, déjà. L'Égypte, c'est bon. Sadat a payé de sa vie, comme on le sait. La Jordanie, c'est bon. On a vu que lorsqu'il y a eu les attaques iraniennes contre Israël ces jours derniers, la Jordanie a contribué à la défense d'Israël dans l'interception de missiles. L'Arabie saoudite, c'est chose faite. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ce sera chose faite dans les jours qui viennent. Les Émirats arabes unis, c'est déjà chose faite depuis quelques années. Maintenant, évidemment, la grande question, c'est Israël-Palestine. Mais j'ai envie de vous dire, avec qui Israël devra-t-elle négocier? Parce que pour pouvoir négocier, parler d'un accord, il faut pouvoir parler avec des gens qui représentent le peuple palestinien. Donc c'est évident qu'ils ne vont pas parler avec le Hamas, ça va de soi. On parle même, il y a même un accord, semble-t-il, qui est en cours, où certains dirigeants résiduels qui resteraient du Hamas dans le cadre d'une paix ou d'une trêve, d'un cessez-le-feu qui semble prévu pour les semaines à venir, que ces dirigeants résiduels qui n'ont pas encore été tués par Israël, qui ne seront probablement pas soit exilés quelque part, peut-être au Qatar, on n'en sait rien. Mais à part ça, avec qui les autorités israéliennes ou américaines vont-elles parler de territoire, de partage de territoire, de paix, etc. Et donc évidemment pas avec le Hamas, avec Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne, qui est complètement démonétisé, qui en plus est corrompu, qui ne représente que lui-même ou qu'une petite clique d'incompétents, qui est très très âgé en outre, qui a hérité des mêmes réflexes que son maître Arafat, qui au moins lui avait un certain charisme et qui était définitivement beaucoup plus malin. Il n'y a personne.
Donc, il faudrait qu'il y ait l'émergence d'une petite élite palestinienne avec qui les autorités israéliennes et éventuellement américaines et même arabes puissent parler. Or, pour l'instant, il n'y a personne qui représente de manière légitime et de manière crédible, de manière sérieuse, le peuple palestinien. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas que le salut des Palestiniens viendra de l'extérieur, tout comme je ne pense pas que le salut des Iraniens viendra de l'extérieur, tout comme je ne pensais pas à l'époque de la Seconde Guerre d'Irak que le salut des Irakiens viendra de l'extérieur. Je pense que le salut des Palestiniens viendra d'eux-mêmes. Mais il faudra qu'ils se ressaisissent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse. J'aimerais maintenant que l'on mette la focale sur l'Iran. Avant la révolution iranienne de 1979, l'Iran était dirigé par le Shah, et il est possible de retrouver des clichés. Alors, j'ai pas vécu cette époque, je suis pas assez vieux, d'une époque où l'on voyait des femmes qui ne portaient pas le voile, une société beaucoup plus libérale. On sait que les États-Unis étaient très proches du Shah, puisqu'il y avait eu notamment l'opération Ajax, menée conjointement avec la CIA et les services aussi de renseignement du Royaume-Uni. Comment expliquer que ce pays, qui était autrefois libéral, même si on ne peut pas le comparer avec ce que l'on pouvait trouver exactement en Occident, mais comment ça se fait qu'il y ait eu la révolution iranienne en réalité? Parce que l'on passe quand même d'un extrême à un autre, à un changement de société majeur. Qu'est-ce qui a fait que les Iraniens ont embrassé la révolution iranienne, malgré le fait que c'était une régression? Disons, ils ne savaient pas que c'était une régression quand ils ont petit à petit soutenu Khomeini. Khomeini parce qu'on ne peut pas parler de ça sans parler de Khomeini, donc voilà. Khomeini revenait de loin lorsqu'il est arrivé triomphalement à Téhéran le 1er février 1979. Khomeini, c'était un grand docteur de l'islam, très très jeune, un surdoué de l'islam, mais pas seulement, énorme charisme, qui connaissait très bien la poésie persane, la poésie arabe, et donc il revenait de loin. Il a été soutenu par la quasi-totalité de la population à partir du moment où il est arrivé. Juste pour vous donner une petite illustration, quelques 2 semaines avant son arrivée, avant son retour à Téhéran, donc c'était en janvier 1979, il me l'a dit, et c'est vérifiable, la population voyait dans les astres le visage de Khomeini et disait que c'était un signe, que Khomeini le sauveur allait revenir pour les sauver du joug du joug du Shah, de la violence du Shah. Alors, revenons un petit peu aux sources. L'Iran est un immense pays. Aujourd'hui, il compte 90 millions d'habitants. À l'époque, je pense qu'il comptait une 60aine de millions d'habitants. C'est un pays très divers. Et surtout, c'est un pays à dominance chiite. Laissez-moi un petit peu expliquer brièvement. Donc, l'islam a été fondé par le prophète Mohammed, qui, lorsqu'il est décédé, en 632 de notre ère, n'a pas dit qui serait son successeur. Et il y a sa famille, en l'occurrence son gendre et son cousin, Ali, qui a déclaré qu'en réalité, la descendance se ferait par tradition filiale, familiale.
tandis que la majorité des musulmans de l'époque, des suiveurs du prophète, on dit que non, pas du tout. C'était à ses fidèles les plus compétents à son fidèle le plus compétent d'être nommé le calife. Le calife en arabe, ça vient de khalifa, ça veut dire le successeur. Voilà. Donc la querelle a commencé de cette manière-là, mais elle s'est intensifiée lorsque, en réalité, les 3 califes successeurs sont décédés après le prophète, et que le 4e qui a été nommé successeur du prophète a été effectivement Ali, son gendre et son cousin. Le problème, c'est qu'il y a eu des querelles intestines absolument sanguinaires. Ali a été assassiné quelques années plus tard. Et c'est là qu'a commencé la scission, ou le schisme, on l'appellerait en chrétienté. C'est là qu'a commencé le schisme entre l'écrasante majorité qui se sont appelés les sunnites. Sunnite en arabe, ça veut dire la voie droite. Et les chiites. Chiites, ça vient de, en fait, Shi'at Ali, c'est-à-dire les suiveurs d'Ali. Et la séparation irréconciliable a eu lieu lorsque Hussein, le petit-fils du prophète, fils d'Ali, qui s'est intronisé successeur, a été massacré à la bataille de Kerbala en Irak en 680. C'est à ce moment-là, réellement, que les chiites n'ont voulu, et que les sunnites n'ont voulu plus entendre parler l'un de l'autre. Et qu'il y a eu vraiment 2 chemins différents qui ont été pris, et par les sunnites, qui représentent aujourd'hui 85% des musulmans, et par les chiites, qui en représentent environ 15%. Et géographiquement, il se fait que ces chiites ont vécu et vivent toujours sur une partie de l'Irak, qui ont été à l'époque massacrés par Saddam Hussein, qui était sunnite, en Iran, au Yémen, une partie en Syrie, qui a dévié dans une secte qu'on appelait les Alaouites, qui ont été représentés par les Assad ces dernières décennies, et beaucoup au Liban, principalement au sud du Liban. Donc, ça, c'est un petit peu pour l'histoire de l'Iran. Alors, du fait de leur histoire, du fait de ces massacres dont ils ont été les victimes à partir d'Ali, mais pas seulement à partir d'Ali. Je vous ai parlé de Hussein, le petit-fils du prophète, fils d'Ali, qui a été assassiné, massacré en 680, mais ensuite il y a eu d'autres imams chiites, une dizaine, qui sont tous morts de mort violente. Tous, sans exception. Empoisonnés, décapités par les sunnites. Jusqu'au 12e imam, dans les années 860-870, qui a été en occultation à partir de l'âge de 5 ans. Pourquoi je vous dis tout ça ? Le 12e imam, qu'on appelle le Mahdi, a été en occultation, c'est la légende qui le dit, à partir de 868, en occultation pour sa propre sécurité, pour ne pas qu'il soit massacré comme ses 11 prédécesseurs. Les chiites attendent le retour du Mahdi. Ils l'attendent toujours. Les chiites ont la martyrologie et la souffrance dans leur gènes et dans leurs croyances. J'encourage vos téléspectateurs à faire juste une petite recherche. Ashura, A-C-H-O-U-R-A. C'est une fête annuelle, la fête de la Ashura, qui a lieu dans les pays chiites, où il y a les hommes qui sont en procession et qui s'autoflagellent et qui se donnent des coups d'épée réels sur leur crâne et sur leur tête en souvenir du massacre de Hussein. Tout ça pour vous expliquer qu'en réalité,
les chiites sont un peuple très différent des sunnites, qui ont une stricte adhésion au Coran et qui ont un islam assez austère, tandis que les chiites croient en le retour du Mahdi, croient aux saints. Il y a des saints chiites, tandis que cela serait complètement aberrant chez les sunnites, qui traitent les chiites de polythéistes. Et l'Iran baigne dans ce monde et dans cette croyance, dans ce mysticisme, parce que ça a créé petit à petit un véritable mysticisme. Les chiites, depuis des siècles, vont sur la tombe des imams, ils vont pleurer, se recueillir sur la tombe des imams, qu'ils soient enterrés en Irak, ou qu'ils soient enterrés y compris en Syrie, et bien sûr, à plus forte raison, en Iran. Donc, qu'est-ce que cela donne ? Cela donne un peuple très différent des sunnites. Cela donne depuis un siècle et demi, avec le modernisme, parce qu'il n'y a pas que le Shah d'Iran qui a été détrôné en 79, qui a cherché à instaurer un modernisme. Il y a un modernisme qui a essayé d'être mis en place en Iran depuis, en gros, la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi ? À cause du pétrole. Parce qu'en fait, il y a eu des grandes compagnies britanniques, des grandes compagnies américaines et des grandes compagnies russes à l'époque qui ont exploité le pétrole en Iran depuis la fin du XVIIIe siècle et qui ont amené aussi avec elles un certain modernisme. Donc il y a eu depuis cette époque-là un écartèlement, si vous voulez, un écartèlement entre la tradition chiite et le modernisme qu'ont essayé d'apporter les souverains, prédécesseurs du Shah. Et épisodiquement, le modernisme arrivait à gagner du terrain pendant ce siècle et demi. Et épisodiquement, il y avait un retour en force de la religion et du religieux dans des villes qui émanaient de villes saintes, comme la ville sainte de Qom, par exemple, d'où est originaire Khomeini. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des abus irraisonnés de la part du Shah Reza Pahlavi. Mon père, comme je vous l'ai dit, qui a été diplomate français toute sa carrière, m'a raconté, et je le dis d'ailleurs je le raconte dans mon livre « Une jeunesse levantine », le Shah, pour les 2500 ans de la Perse, a voulu faire une commémoration absolument extraordinaire qui marque les esprits de tout l'univers à Persépolis, au début des années 70, en 71. Et pour ce faire, ils ont dépensé, lui et la Chabanou et son administration, c'est juste un exemple que je vous donne, de la déconnexion de ce personnage par rapport à sa population. Ils ont dépensé des centaines de millions de dollars à l'époque pour complètement convertir un site qui était infesté de serpents, me racontait mon père à l'époque, dynamité. Ils ont mis en place des tentes de luxe climatisées pour les rois, pour les reines et pour les présidents et les premiers ministres qui venaient faire cette commémoration. C'est des entreprises françaises, d'où le fait que mon père était au courant, parce qu'il avait été en amont pour représenter certaines entreprises françaises pour participer à cette célébration. Et il y avait, me racontait mon père, lorsqu'il y avait cet événement, ces soirées, une queue pour saluer le Shah et son épouse, une queue de président, et une autre queue pour les rois et pour les reines. C'était quelque chose d'extraordinairement luxueux, mais dont les Iraniens étaient exclus. Aucune entreprise iranienne n'a été mandatée pour y participer.
à la fin de cet événement, dans les jours qui ont suivi, on a montré au Shah quelques films, quelques shots de cet événement. Et c'est mon père qui m'a dit, il a posé la question, mais où sont les Iraniens? Le Shah lui-même a posé la question, mais où sont les Iraniens? Donc c'est juste une petite illustration pour vous montrer pour montrer à quel point les excès de cette cour ont été nauséabonds dans un contexte très complexe d'une petite élite qui profitait de la manne pétrolière et d'une petite élite dont vous avez parlé tout à l'heure, de jeunes femmes qui étaient en mini-jupe, effectivement, de centres urbains qui étaient très modernes, et à côté, une immense masse traditionnaliste qui baignait quand même dans une grande pauvreté. Et donc, petit à petit, le discours de Khomeini, qui a été exilé plusieurs fois, il a été exilé en Irak, il a été exilé en Turquie, petit à petit, le discours de Khomeini a commencé à imbiber la population iranienne, pas que les pauvres, pas que les religieux, mais également et surtout, si Khomeini est arrivé au pouvoir, c'est principalement grâce à la classe commerçante, à ceux qu'on a appelés les bazarjis, à ceux dans les bazars, qui étaient eux aussi lésés qui ont vu leurs intérêts lésés par le Shah petit à petit, et qui, eux, avaient l'argent pour soutenir le combat de Khomeini. Khomeini a reçu des donations progressivement très, très substantielles de la part de tous ses opposants commerçants au Shah, qui a fait en sorte que, petit à petit, son discours s'est fait entendre. Dès le départ, sa stratégie a été extraordinairement rusée, puisqu'il a exploité les médias de l'époque. Il a enregistré des cassettes, déjà en Irak, déjà quand il était exilé en Irak, au début des années 70, puis en Turquie. Il a enregistré des cassettes de chants religieux, mais également de discours politiques que ses acolytes, progressivement de plus en plus nombreux, emmenaient de manière dissimulée en Iran. Ces cassettes se transmettaient de manière discrète, de proche en proche. Non seulement ça, mais également avec les lignes téléphoniques depuis l'Irak, depuis la Turquie où il a été exilé, il faisait des grandes conférences téléphoniques qui étaient enregistrées en Iran dans des cassettes, et ces conférences étaient ensuite répandues à travers toute la population. Et enfin, le grand essor de Khomeini, et donc de la révolution islamique, il le doit à la France. Disons bien les choses comme elles sont, parce que en Irak et en Turquie, ces discours étaient quand même toujours sous contrôle. Donc, le Shah avait demandé à Saddam de garder Khomeini sous haute protection. Donc, même s'il parvenait à enregistrer des cassettes, il n'arrivait pas à aller au-delà, parce que les espions de Saddam l'empêchaient parfois même de sortir de chez lui. En Turquie, où il a passé 3 ans, je crois, il n'avait même pas le droit de sortir en habit religieux. C'était un choc et une humiliation pour lui, et du coup, il ne sortait pas. La famille qu'il avait recueillie a fait de nombreux témoignages documentés, où ils ont montré que vers la fin de son séjour, Khomeini acceptait de sortir en habit civil, mais c'est parce qu'il n'en pouvait plus d'être enfermé dans un appartement. Mais c'est ensuite, lorsque la Turquie s'est débarrassée de lui, à la demande du Shah, une fois de plus, il ne savait pas où aller. Et c'est celui qui deviendra son premier président de la République, Bani Sadr, qui avait un appartement en France, j'ai oublié la ville, dans une petite ville, dans une petite cité de la périphérie parisienne. Bani Sadr lui a dit « Mais pourquoi ne viens-tu pas habiter chez moi, à Paris ?» La première réaction de Khomeini, ça a été « Mais non, je ne veux certainement pas aller dans cette ville de plaisir, qu'est Paris. »
mais Bani Sadr l'a convaincu et il est arrivé chez Bani Sadr où il est resté pendant 2 semaines, mais ensuite, avec les autorités françaises, un petit pavillon lui a été trouvé à Naufle-le-Château, où il a emménagé à partir d'octobre 78. Et c'est là que la presse française a commencé à découvrir le personnage de Khomeini. Il a eu un retentissement médiatique exceptionnel en France, qu'il n'aurait pas eu, et qu'il n'a pas eu en Irak, et qu'il n'a pas eu non plus en Turquie, grâce à notre liberté de la presse. Et je peux vous dire que c'est lui qui me l'a dit. C'est à la France que je dois, entre autres, de rentrer victorieux en Iran. Parce que les autorités françaises ne voyaient en lui qu'un religieux. Je vous signale que Jean-Paul Sartre, à l'époque, était un fanat de Khomeini. Michel Foucault a été à Téhéran 2-3 fois et a fait des grands articles dans Le Monde en 78 où il vilipendait le Shah, et pour cause certes, mais où il glorifiait Khomeini. Et Khomeini lui-même m'a dit, vos philosophes français, vos écrivains français, votre élite intellectuelle française a été ma caution morale, quelque part. Et la presse a fait le reste du travail. Il faut voir qu'il y avait des journalistes à l'époque, entre octobre 78 et fin janvier 79, des photographes internationaux qui pleuraient pour avoir une interview avec Khomeini tellement qu'il était sollicité. Et lui, l'image qu'il donnait était une image bucolique. C'était l'image d'un sage. C'était l'image de quelqu'un qui traversait l'après-midi la rue pour aller sous son pommier, en consultation, en prière. Mais voilà, donc pour en revenir à votre question, c'est tout un long chemin qui a fait en sorte que Khomeini revienne en triomphateur et en sauveur du pays, avec une adhésion quasi globale de la population iranienne, sauf bien sûr de la super élite du Shah. Mais il faut bien comprendre que même l'armée iranienne était au retour de Khomeini favorable à son retour. Donc ça remonte à loin. Faut-il laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire, selon vous ? Écoutez, revenons encore un petit peu aux sources. J'étais très jeune, mais j'ai bien enregistré ces paroles de Khomeini, qui voulait se doter de l'arme nucléaire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que Khomeini n'était pas intéressé par l'arme nucléaire. Khomeini voulait se doter de l'arme nucléaire, non pas contre Israël, mais pour faire peur à l'Arabie saoudite. Parce que le grand Satan pour Khomeini, c'était le régime des Saouds. C'était pas, il m'a dit textuellement, je m'occuperai d'Israël après. Je veux m'occuper des Saouds. Je veux les tenir en respect. Donc Khomeini voulait à l'origine, avant son arrivée, le 1er février 1979, il pensait à l'arme nucléaire, mais pour faire peur à l'Arabie saoudite. Ensuite, il faut que l'on se rappelle d'une guerre atroce que beaucoup de gens ont oubliée. C'est la guerre entre l'Iran et l'Irak, qui a eu lieu entre 1980 et 1988, qui a été une véritable boucherie. Et bon, à l'époque, je n'avais plus aucun contact avec Khomeini, puisque la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans ce fameux vol Air France, lorsqu'il est rentré en Iran le 1er février 1979, je n'avais plus aucun contact. Je menais ma propre vie par la suite, entre 80 et 88, mais j'ai entendu de sources bien informées par la suite, pendant de nombreuses années, des responsables iraniens, et je l'ai entendu jusqu'à encore il y a quelques jours, qui disaient que l'Irak n'aurait pas attaqué l'Iran, parce que c'est l'Irak qui a attaqué l'Iran en 80. C'est Saddam qui a attaqué l'Iran et qui croyait que l'Iran s'effondrerait, imploserait au bout de quelques semaines de guerre, ce qui ne s'est pas passé. Donc,
si l'Iran était doté à l'époque de l'arme nucléaire, ses responsables iraniens l'ont dit et le répètent toujours, Saddam n'aurait pas osé attaquer. Voilà. Donc, pour les Iraniens, le nucléaire, c'est ce que ça représente pour tous les pays qui ont le nucléaire, en fait. C'est de tenir en respect des attaquants éventuels. Regardez l'exemple de la Corée du Nord. Qui ose aujourd'hui menacer la Corée du Nord, tout simplement parce qu'elle a l'arme nucléaire. Donc, alors, pour en revenir à votre question, je ne pense absolument pas que l'Iran devrait avoir le nucléaire, parce que l'Iran est en main aujourd'hui, depuis des décennies, de groupuscules messianiques. Comme je vous l'ai expliqué, ceux qui croient vraiment, ceux qui adhèrent vraiment à la croyance chiite, attendent le retour du Mahdi. Et c'est une véritable attente messianique. Et pour certaines raisons, les plus extrémistes de ces chiites, de ceux qui attendent le retour de leur sauveur, le Mahdi, certains d'entre eux pensent qu'une manière d'accélérer le retour du Mahdi sera de lancer la bombe contre Israël. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser l'Iran se doter du nucléaire militaire, en tout cas tant que nous avons ce genre de dirigeants messianiques qui sont à la tête du pays. Parce que, vous savez, quand on vient quand on est habitué à être... quand on est issu d'un peuple habitué au martyre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on n'hésite pas à donner sa vie pour sa croyance, lorsqu'il y a eu la guerre entre 80 et 88, Khomeini et les autorités iraniennes ont envoyé des jeunes garçons marcher sur des mines pour nettoyer le chemin avec une clé autour du cou. On leur disait que c'était la clé du paradis. Lorsque nous avons affaire à des dirigeants qui n'hésiteront pas à recourir jusqu'aux dernières extrémités pour accélérer la venue de l'imam caché depuis 868, non, il faut faire très attention. Est-ce que vous pensez que derrière l'opération Rising Lion qui a été menée par Israël, au-delà de la volonté de s'attaquer au programme nucléaire iranien, il y a une volonté dissimulée d'un changement de régime, de déstabiliser le régime iranien pour espérer la fin du régime des Mollahs? Clairement, bien sûr, absolument. Et pourquoi s'en cacher, du reste? Pourquoi s'en cacher? Donc, Netanyahou, voilà, pour autant que je m'en souvienne, qu'il appelle à la fin de ce régime. Je vous signale que le régime dont on parle est dirigé par l'ayatollah Khamenei, qui est en place depuis le décès de Khomeini, donc depuis 1989. Donc voilà un monsieur qui est là depuis près de 50 ans. Et qui, je veux dire, aujourd'hui, qu'il n'y a plus de guerre en Iran, depuis quelques jours, les autorités iraniennes, l'armée, les gardiens de la révolution iraniens sont en train de traquer sur Internet tous ceux qui ont, à l'intérieur du pays, montré un semblant de joie ou d'approbation ou d'espoir par rapport à la chute éventuelle du régime qui aurait pu être provoquée par ces attaques israéliennes. Donc le régime iranien, l'Iran est aujourd'hui le pays où la peine de mort est la plus exécutée au monde. On traite les opposants politiques, même s'ils ne font que lever le petit doigt, on les humilie, on les décapite de manière inhumaine. Alors bon, Trump,
pour des motifs évidents, ne parle pas de changement de régime. C'est normal, ça va de soi. Ces diplomates ne le laissent pas parler de changement de régime. Mais j'en reviens à tout à l'heure ce que je vous disais, et que je pense toujours, même à la lueur de l'atrocité du régime iranien depuis des décennies, même à la lueur de cela, je vous dirais que un régime ne se change pas de l'extérieur. Voilà. Ça, c'est la moralité de la chose. Il faut que ce régime change vienne de l'intérieur, de la société civile iranienne, ou de l'armée iranienne, ou voilà, d'autres factions. Cependant, dans un contexte de traque sanglante de la part des gardiens de la Révolution, qui étouffent et qui massacrent toute velléité d'opinions différentes. Comment serait-il possible de voir l'émergence d'un minimum de rébellion contre ce régime? C'est pas possible. Ça ne viendra pas. Et tant qu'il y a une violence intérieure, ça va être très très compliqué pour ce régime d'être mis à bas. Quant à l'opposition iranienne qui se trouverait à l'étranger, moi, j'en vois pas le début du commencement. Et finalement, et enfin, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais finalement, quant au fils du chat, qu'on a entendu beaucoup ces derniers mois, je veux dire, ce serait la dernière des choses qu'il revienne au pouvoir, non pas parce que j'ai quoi que ce soit contre lui, mais parce que pour toute une série de réminiscences nauséabondes. Et donc, prenons un petit peu l'exemple syrien, si vous voulez. Vous vouliez qu'on parle de la Syrie. Parlons un petit peu de la Syrie. Le régime change en Syrie est arrivé de l'intérieur. Tout simplement parce que Al-Shara a occupé pendant des années des secteurs entiers de la Syrie, a administré des secteurs de manière potable, et petit à petit a renié jusqu'au coup de grâce final de décembre 2024. C'est un scénario qui, je veux dire, le clan Assad n'a pu tomber que parce qu'il y avait cette configuration astrale qui était favorable de l'intérieur. On attend de voir ce qui peut se passer en Iran aujourd'hui. À mon avis, la meilleure des choses qui puisse arriver, c'est que Khamenei parte ou qu'il meure de sa plus belle mort, quoi, donc de manière naturelle, et qu'il y ait un successeur qui soit plus modéré. Et un signe qui pourrait être favorable, c'est que l'on parle depuis quelques jours que lorsqu'il ne sera plus de ce monde, ou lorsqu'il aura abandonné le pouvoir, qu'il y aura un système collégial qui fera place au guide suprême, qui remplacera le guide suprême. Donc ce sera un genre d'assemblée qui serait peut-être constitué à la fois de membres du clergé, mais également de membres de politique, qui serait forcément, si ça se réalise, un facteur de modération. Ultime question, pour revenir à vos origines, le Liban, il y a dans le pays actuellement une crise économique et politique sans précédent, notamment qui a été aggravée par l'explosion du port de Beyrouth. Est-ce qu'un jour le Liban pourra connaître des jours heureux ou ça relève de l'utopie ? Écoutez, je vais régulièrement au Liban, et donc tous les quelques mois, et je peux vous dire que les Libanais, de toute religion confondue, n'attendent que cela. Il faudrait que toutes les parties en présence jouent le jeu politique. Le Liban est une démocratie. Certains diraient que c'est même la seule démocratie de la région avec Israël. Il faudrait qu'il y ait uniquement l'armée libanaise qui ait le monopole des armes dans ce pays, et plus d'autres factions armées qui
qui ont leur propre agenda. Je ne veux citer aucune faction, mais je dirais que l'idéal, ce serait qu'à très très court terme, que ce soit l'armée régulière du pays qui puisse être la seule détentrice des armes, et que finalement toutes les parties jouent le jeu de la démocratie, parfois dans l'opposition, parfois au pouvoir, et que ce pays puisse enfin retrouver la place qu'il avait en temps, parce que le Liban est un exemple dans cette région. Le Liban est un exemple, je vais peut-être un petit peu être présomptueux, quasiment pour le monde entier, pour l'Occident. Je veux dire, voilà une nation, voilà un pays où il y a plus de 30 religions, rites, sectes qui ont tant bien que mal coexisté ensemble. Il y a des mariages interreligieux, non seulement entre sunnites et chiites, mais également entre chrétiens et musulmans. Quand on va au restaurant, on peut être assis à table à côté de Libanais, d'autres religions, et le Liban est un pays extraordinairement tolérant qui a été instrumentalisé pendant trop d'années. Mais je dirais une fois de plus que charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce qu'il ne faut pas attendre la délivrance ni de la part d'Israël, ni de la part des États-Unis. Il faudrait que les Libanais eux-mêmes donnent l'exemple. Et une des voies à suivre serait peut-être que le Liban... parce que je vous prends un exemple. Au Liban, les mariages, par exemple, ne peuvent être que religieux. Que l'on soit... chrétiens, sunnites, etc., il faudrait peut-être mettre en place une certaine forme de laïcité dans ce pays, un plus petit commun dénominateur, ou alors, disons, une laïcité light, pas à la française, mais un début de laïcité, pour qu'il y ait ce plus petit commun dénominateur dont je viens d'évoquer, où toutes les religions, y compris les laïcs, parce qu'il y a des laïcs au Liban, se retrouveraient, pour qu'enfin on puisse respirer et que ce pays retrouve un petit peu sa place dans la communauté mondiale, parce que le Liban est un pays de banque, bien sûr, mais bon, le Liban est un pays touristique sublime, et le Liban est le pays de la gastronomie aussi. Michel Santi, merci beaucoup. Merci de votre invitation.